Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je tourne le 1er octobre, donc évidemment j'ai déjà mon t-shirt Halloween, voilà, on a la panoplie, ma personnalité spooky ressort tout de suite. Même si aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture de septembre et comme vous le voyez à mon sublime sourire, je suis davantage convaincue parce que j'ai lu ce mois-ci que le mois précédent. J'ai donc lu 25 livres, voilà, en septembre. Alors c'était encore une fois pas gagné parce que je suis arrivée à la dernière semaine de septembre et je voyais que j'avais lu genre 15 livres, ça n'allait pas du tout. Donc je me suis speedée, si vous avez vu sur Instagram, je m'étais mis un objectif de lire 4520 pages en 7 jours, lol. J'ai réussi évidemment, mais tout ça pour dire que voilà, je suis au mois d'août à 22 livres, au mois de septembre à 25 livres. Octobre, je pense que vraiment ça va être pépitas. Je vous le dis ici entre nous, entre vous et moi. Déjà d'ailleurs en parlant de vous, bienvenue parce qu'on est presque 600 abonnés sur la chaîne. Grâce à Margot qui a sorti sa vidéo sur la relecture des 2 premiers tomes de Twilight que nous avons fait et qui m'a saucée. Voilà, clairement elle m'a saucée, donc merci Margot, bienvenue à vous. Bref, on s'égare, mais donc entre vous et moi, je vais essayer de lire un livre par jour en octobre. Lol. Va-t-on réussir? Je ne sais pas. Imaginez, je lis 40 livres. Imaginez juste, je lis 40 livres. Oui, à 31 jours. Et bref, on peut aussi un petit peu viser haut, viser la lune, comme dirait Amel. J'ai donc lu 25 livres. Je vais essayer d'organiser cette vidéo en vous parlant par catégorie, genre d'abord ce que j'ai lu qui est sorti en septembre, donc des choses récentes. Les suites de séries, parce que là, on continue toujours dans cette optique d'essayer, d'ici la fin de l'année, de faire quelque chose de positif sur ce tableau Excel qui hante mes nuits. Et puis voilà, peut-être par thématique, je sais pas. En fait, je sais pas si je vais être organisée. Je sais pas pourquoi je m'avance alors que ça va partir en cacahuète. J'ai d'abord lu le premier tome de Campus Agency, donc c'est une sortie de septembre que je vous avais présentée dans la vidéo dédiée à la base, de Lily Bay, donc c'est aussi Lily Blabla, je trouve un peu ce pseudo nul, pardon, je devrais rien dire parce que quand on voit certains de mes pseudos sur certains réseaux, lol. Mais du coup ici on est sur un premier tome, romance universitaire avec du sport. On rencontre une jeune femme qui est un petit peu mentaliste, enfin elle a ce truc pour un peu décrypter les gens, etc. Et donc sur le campus, elle a une espèce d'agence où les gens viennent la voir pour un peu régler leurs problèmes. Est-ce que machin me trompe? Est-ce que ce prof ne serait pas en bisbise avec un élève? Enfin, vous voyez des petits trucs un peu comme ça. Et un jour, le quarterback du lycée va venir lui demander d'aide parce qu'il a l'impression que l'un de ses profs le sabote. Et s'il le sabote, bah, il n'aura pas de bonnes notes, donc pas de bourse pour l'avenir. Sauf que petit hic, c'est que notre personnage principal, elle ne peut pas le voir en peinture parce que justement le prof qui lui pose problème, c'est un cours où ce mec lui a volé la dernière place alors qu'elle le voulait absolument parce qu'elle adore le professeur, c'est une espèce de cours de philo quoi. Donc elle a un peu le seum, donc elle lui dit comment ça tu crois que je vais t'aider mon coco, machin. Bref, il s'avère qu'elle a forcément l'aider. Donc à partir de là, voilà, ça va se mettre en place. J'ai trouvé ça très sympa, franchement. Je l'ai écouté en audio, je ne sais plus. Bref, je vous préciserai si c'est dispo sur la story, mais j'ai l'impression d'avoir écouté en audio ce bouquin. Trop bizarre, peut-être j'ai fait moitié-moitié, bref. J'ai bien aimé les personnages, les 2 personnages principaux, notre couple est sympa. La personnage féminine qui est censée être très smart, madame, j'ai envie de te dire que j'avais vu le plot venir bien avant toi, j'avais compris le truc avant, donc qui est la plus smart de nous deux, la mentaliste, je pense que c'est plutôt moi. Mais c'était très drôle, c'était très rafraîchissant. On a un panel aussi de personnages secondaires qui vont sans doute être amenés à être mis en avant dans des tomes compagnons. Et rien que le deuxième, j'ai déjà hâte de le lire parce que je pense qu'il peut... J'ai des idées de petites affinités entre certains personnages qui j'espère vont s'avérer vraies. Après, comme des fois je mise sur le mauvais cheval de bataille, notamment dans les triangles amoureux, je ne sais pas. Mais c'était plutôt sympa, c'était plutôt bien ficelé, il y avait assez d'équilibre entre l'humour, la romance, l'enquête entre guillemets. Niveau smut, c'est pas non plus proéminent, on est sur un piment et demi sur le pimentomètre. Mais voilà, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu celui qui ment le premier, donc je vous avais présenté aussi dans les sorties de septembre qui me faisait de l'œil et pour lequel j'avais de grandes attentes et qui malheureusement, on s'est pas envolé quoi. On n'a pas été subjugué, on est un petit peu resté à terre parce qu'ici on rentrait une jeune femme qui est sous une fausse identité pour se rapprocher d'un homme qui apparemment a des entreprises et peut-être des petits
des petits trucs un petit peu pas très clairs, et donc son patron lui a donné cette identité pour qu'elle se rapproche de lui, qu'elle crée une relation, etc. Sauf qu'un jour ils vont se rendre quelque part à des festivités et elle va tomber sur une femme qui se présente sous sa vraie identité à elle. Donc elle est un peu en mode attends, est-ce que c'est mon patron qui me joue un tour, qu'est-ce qu'il cherche et tout. Je trouve, là petit disclaimer, que le résumé présente mal le livre, parce que dans le résumé on nous dit qu'une nana va toquer à sa porte et qu'elle va se présenter sous sa vraie identité à elle. En fait non, elle la croise vraiment en mode lambda et tout, c'est vraiment sorti nulle part. Enfin, j'ai trouvé que c'était mieux fait dans le livre que raconté dans le résumé. En revanche, j'ai trouvé ça un peu fouillis, un peu décousu. Alors autant j'ai bien aimé les personnages, ça m'a un peu fait tourner en bourrique de qui est quoi machin, mais bon, on devine vite le truc parce que le récit est entrecoupé de flashbacks pour savoir comment notre personnage principal est devenu cette espèce d'espionne, etc. Mais du coup, au final, c'est comme si on nous expliquait un petit peu trop les trucs, et du coup, bah, quand on est censé être un peu sur les fesses des révélations, bah, on les avait venir parce qu'on n'est pas bête et on a compris. Et puis, je voyais pas trop où on l'emmener, je voyais pas l'intérêt de l'intrigue en fait. Je sais pas, moi je m'attendais aussi à en savoir peut-être un peu plus sur le pourquoi du comment son patron est devenu ce qu'il est. Voilà, alors après pourquoi elle cible Ryan, ce personnage masculin, on le sait et tout. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un petit peu en dents de scie, pas très équilibré. Donc je suis un petit peu restée sur ma faim malheureusement. J'ai ensuite lu La voleuse de vie, où là, pareil, on est sur un thriller domestique qui, dans sa chute, malheureusement, m'a un petit peu fait penser à L'accompagnante, où, voilà, c'était un livre en auto-édité que j'avais lu quelques temps plus tôt, je vous mettrai le lien dans le petit ou dans la barre d'infos de ce vlog lecture, où vous avez ce truc où ça monte, c'est très bien, c'est très sympa, très intriguant, c'est pas trop où l'auteur veut nous emmener, mais la chute est assez rocambolesque et tirée par les cheveux. Ici, on rencontrait Sophie, qui vit avec son mari et leur fille de 12 ans et leur fils. Sauf que la petite fille devient un peu ingérable, elle fait un peu des crasses à l'école, elle se fait exclure de l'école et tout. Donc, étant donné que lui comme elle, dans le couple, ils sont très pris par leur travail à la télévision, etc., ils vont prendre une tutrice, voilà, jeune, plutôt mignonne visiblement, qui va s'occuper de sa fille. Et bizarrement, dès le début, elle adore sa fille, machin, elle se fait une place et tout. Et nous, on est du point de vue de Sophie, principalement, qui voit un peu cette jeune femme prendre la place qu'elle n'a plus auprès de sa fille et tout. Et on comprend qu'il y a un petit peu des tensions au sein des relations entre les membres de la famille. C'est un peu bizarre et tout. Alors on comprend vite le truc venir, j'ai trouvé, même si c'est assez divertissant parce que c'est très haletant, forcément ça a ce côté très addictif, très femme de ménage, hein, on va pas se mentir. Mais par contre le plot était d'une... Franchement là vous me tirez les cheveux, vous me les arrachez, hein, parce que c'était pareil, c'était un petit peu exagéré, un petit peu surjoué, un petit peu excessif. Vraiment à la fin, en plus tout part d'un coup, l'action explose d'un coup, ça part en cacahuète totale. J'ai trouvé que c'était un petit peu gros. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur thriller domestique que j'ai lu jusqu'ici, mais c'était très divertissant, c'était quand même un bon moment de lecture. J'ai ensuite lu Guide pratique pour boulangère magique, donc c'est aux éditions du Seuil, c'était une petite sortie jeunesse, un petit one shot qui a eu beaucoup de pubs sur les réseaux, que j'ai vu beaucoup passer, que ce soit en service de presse ou par les maisons d'édition, enfin voilà, les influenceurs. Où là on rencontre une jeune fille, qui, je crois que c'est Mona qu'elle s'appelle, qui est boulangère pâtissière dans la boulangerie de sa tante et de son oncle. Et en fait elle a, c'est une sorcière, donc elle a des petits pouvoirs magiques qui font un petit peu influencer sa pâtisserie, ses recettes, etc. Et un jour, il faut pas oublier qu'elle a 14 ans, je précise, elle arrive à la boulangerie et là elle tombe sur un cadavre au milieu de sa boulangerie. Et donc forcément quand elle va appeler les urgences, qu'elle va prévenir tout le monde et tout, c'est elle qui va être accusée parce que c'est quand même dans sa boulangerie, c'est quand même bizarre, machin. Et là elle va s'enfuir, elle va partir en cavale pour aller essayer de trouver des réponses pour prouver son innocence. Et elle va devoir faire équipe avec un petit bonhomme en pain d'épices qui a pris vie, un petit biscuit pardon, et un petit garçon, un jeune garçon des rues qui est le petit frère de la personne, de la jeune fille décédée dans sa boulangerie. Donc ils vont un peu voilà, mener l'enquête. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. J'ai trouvé que pour du fantastique jeunesse, c'était très prometteur. Notre personnage principal est très mature, très réfléchi. On voit qu'elle a des difficultés avec ses pouvoirs magiques, que des fois on a envie de lui donner un petit peu plus de galon, de confiance en elle et tout, mais que c'est au niveau d'elle, elle sait qu'il y a certaines choses, c'est compliqué. Donc voilà,
l'évolution de son personnage tout au long du livre avec sa prise de confiance et tout était vraiment très bien réalisée. En plus elle est très drôle, j'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment très drôle, l'humour n'est pas lourd, il est toujours bienvenu, les blagues sont au bon endroit. Et puis l'intrigue est plutôt, ma foi, très sympa. J'ai trouvé que pour un one shot c'était assez bien dosé. Alors voici, j'ai été chercher le livre parce qu'en fait je l'ai, parce que la couverture est trop belle et voilà. Donc l'intrigue était vraiment chouette, j'ai bien aimé les personnages qui faisaient leur apparition tout au long du truc. La finalité, j'ai trouvé que c'était un livre qui est un peu dans la même vague que Magic Charlie, ces univers un petit peu... les méchants sont bien faits, vous voyez, les antagonistes sont sympas, sont assez bien construits, c'est pas juste être méchant pour être méchant. Donc ça je le recommande vivement et j'avoue que si ça avait été un tome 1 ça m'aurait pas dérangé d'avoir des suites. Ensuite j'ai lu Une histoire d'ours de Ewin quelque chose, je ne sais plus qui, chez Galemaster. Alors, oula, j'ai pas aimé, mais j'ai aimé 5 petits pourcents du bouquin. En fait là on rencontrait une jeune femme qui travaille dans une espèce de lodge, voilà, elle est un peu barman, un peu serveuse et tout, et elle vit avec sa fille, il n'y a pas de papa, ils ont une vie un petit peu, voilà, un petit peu pauvrette, et un jour elle va petit à petit tomber sous le charme d'un mec qui vient souvent rendre visite au restaurant ou au bar là, et elle va décider d'aller vivre avec sa fille et lui, chez lui, donc tout en haut dans les montagnes, en mode ermite et tout, il n'y a pas d'électricité et tout machin, MDR. Sauf que il s'avère que à partir d'un certain moment, le mec va devenir un peu bizarre, il va avoir des comportements un peu chelous. Voilà, Une histoire d'ours, le titre, la couverture, je pense que ça parle d'elle-même, sur ce que ça peut évoquer. J'avoue que moi, Galemaster, je vous aime bien, mais à un moment, vous aimez trop les persos pathétiques. Les gonzesses qui se sont fait abandonner avec un chiard, qui sont un peu au bout de leur vie, qui font un peu n'importe quoi et tout, qui prennent des décisions un peu bêtes. Je n'ai pas trouvé trop d'intérêt à ce livre, j'avoue. Après c'est du nature writing, c'est très bien écrit et tout, mais j'attendais de voir comment allait être mis en scène ce côté où le mec est un ours. Vraiment, voilà, c'est pas un spoil hein, parce qu'il faut pas être né, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre où on veut en venir. J'ai trouvé que c'était un petit peu chelou. Voilà, ça m'a mis un peu mal à l'aise, c'était un peu cringe. En plus, à un moment, il y a un événement qui survient, j'étais atterrée. Voilà, j'étais atterrée. Et puis, pour moi, la fin n'est pas une fin parce qu'on n'a pas les réponses, on n'a pas certaines confrontations qu'on souhaiterait avoir et tout. Le personnage de la mère m'a excédée, genre, je l'ai trouvé vraiment gamine, c'était chiant. En revanche, la petite fille était plutôt mignonne, était plutôt sympa dans son innocence, voilà, d'enfant. Donc pour le coup, j'ai vraiment apprécié l'enfant, mais pas les adultes autour. Voilà, et puis la finalité de l'histoire, hein, voilà. Ensuite, j'ai lu La boulangerie de minuit, qui m'a, pareil, laissé un petit peu mitigée. Parce que là, en gros, il y a une boulangerie, la particularité d'ouvrir que de 22h à 9h ou de 23h à 9h. Enfin, elle n'est ouverte que la nuit. Et les gens peuvent venir pour y trouver conseils, réconfort, etc. Et on va suivre une personnage qui va partir, qui va se retrouver un peu à vivre au niveau de cette boulangerie. Donc elle va rencontrer un panel de personnages, très vibe littérature asiatique qu'on connaît. Pareil, j'ai pas vu grand intérêt au livre. Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu, on vous met un élément, puis on vous pose une truc, et puis on pose ça là, et puis voilà. En fait, c'était un petit puzzle, mais qui n'était pas assemblé. Donc ça m'a un peu laissé sur ma faim. Je crois qu'il y a une suite, mais je pense que je ne la lirai pas, malheureusement. Et puis je pense qu'en littérature asiatique, je trouverai mon compte dans d'autres livres que j'ai en visu dans mon éventuel pile. Ensuite, j'ai lu le fameux nouveau livre de celle qui a fait La Société très secrète des sorcières extraordinaires, où je sais plus l'ordre des mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc tenir une auberge magique, guide pour je sais plus qui, pour sorcières, machin là, que j'ai bien préféré à l'autre livre, parce que l'autre livre, je vous avais dit, pour moi je lisais un truc de collégienne, young adulte, et à la fin il y a des scènes de fesses qui pop sorties nulle part, on n'a pas d'avertissement, Lumen est débile. Donc ça m'avait fortement agacée. En revanche, celui-ci, je l'ai commencé avec le fait que potentiellement il y aurait ce genre de scène, donc j'étais plutôt préparée et conditionnée. Et je dois dire que j'ai davantage aimé que ce soit tant les personnages, l'intrigue, l'histoire, la romance qu'il y a. Là, on rencontre une jeune femme qui perd ses pouvoirs à la suite d'un sort de résurrection pour résurrecter, j'allais dire, pour rendre la vie à sa tante qui est décédée. Sauf que évidemment c'est le genre de sort qui est interdit, donc elle va perdre ses pouvoirs et on va la retrouver 15 ans plus tard, toujours à la tête de cette auberge mais avec sa tante qui revit.
Et malheureusement, toujours sans pouvoir, ou alors très minime, et elle veut tout faire pour essayer de trouver une solution, et il s'avère que la solution va apparaître dans un grimoire, parce que voilà, il y a un sort pour retrouver ses pouvoirs, sauf que ce sort est visiblement dans une langue très complexe que plus personne ne parle, sauf peut-être un pensionnaire de cette auberge, voilà, qui va popper, donc comment cela va se passer. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était frais, que c'était rafraîchissant. En fait, j'ai trouvé dans celui-là tout ce que je n'avais pas forcément eu dans l'autre livre de l'auteur. L'univers est vraiment magique et vraiment cosy, les personnages sont tous sympas. J'aurais peut-être aimé qu'on creuse un petit peu le personnage masculin Luc, donc notre love interest, parce que je pense qu'il a vraiment une backstory un peu sympa, tout comme sa petite sœur qui est présente. J'avoue que j'aurais aimé qu'on nous dise que ça c'est un tome 1 et qu'il va y avoir un tome compagnon centré sur d'autres personnages de l'auberge, parce que vraiment le fond de family là-dedans, j'ai vraiment adoré. L'intrigue est bien ficelée, je trouve que cette quête pour retrouver ses pouvoirs alors qu'elle les a perdus pour une raison qui était légitime à ses yeux, je trouve ça très pertinent. La romance est sober, mignonne. Je trouve que les personnages font face à des conflits d'intérêts qu'ils savent régler, qui communiquent, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Donc ça, je recommande bien plus que le précédent de l'auteur. Voilà. Ensuite, j'ai lu Au fond des années passées, donc pareil, qui était dans ma liste pour les sorties de septembre. Je pense qu'il faut que j'arrête de lire des auteurs nordiques parce que, encore une fois, j'ai trouvé ça très naze. C'est fou en fait de brasser autant d'air en écrivant un truc. Donc là, en gros, le résumé, on rencontrait un homme qui est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, et donc sa femme part parce que soi-disant ils s'entendent plus, mais bon, lui soupçonne que c'est un peu aussi à cause de la maladie, elle veut pas devenir assistante médicale quoi. Et un jour, au détour d'un parc, il va retomber sur son amour de jeunesse. Ils vont renouer contact et il va être pris dans le fil, dans le cours de la vie de cette femme qui est visiblement chaotique. Je trouve encore une fois que pour le coup, le résumé est assez mensonger parce que moi je m'attendais à quelque chose où on va avoir cet homme qui est un peu penaud, et cette femme qui, je sais pas, va avoir peut-être victime de violence conjugale. Enfin, c'est ce que sous-entend un peu la quatrième de couvre. Et il n'y a rien. Enfin, j'ai pas, ou alors j'ai pas compris le livre, je ne sais pas. Mais en fait, on suit, on est du point de vue du narrateur, donc du personnage qui est à Parkinson. Et donc on voit, on a une première partie où c'est sa jeunesse, où il rencontre du coup cette femme qu'il va retrouver. Donc on a pareil, et une girouette finie, la nana. Lui, il est vraiment, il prend tout ce qui vient, il subit, il dit rien, chiant possible. Et après, on a ses retrouvailles et tout, leur relation. Franchement, j'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé que c'était des phrases pour rien dire. La relation n'a pas de pilon parce qu'au final, ils n'ont pas de relation à proprement parler, parce que elle fait que se plaindre parce que elle fuit son mari, mais en fait, son mari, c'est juste, je pense, plus un pervers narcissique qu'autre chose. Enfin, j'ai pas compris l'intérêt, donc passez votre chemin très fort. J'ai lu Falling Like Leaves, qui est du coup un tome 1, donc je pense qu'il y aura des tomes compagnons après, donc je suis très curieuse déjà de voir ce que ça va donner, parce que j'ai été assez convaincue par ce que j'ai lu ici. Donc on est sur une petite romance automnale, ado, young adulte, hein, il n'y a pas de smut ou quoi que ce soit. Là on va rencontrer, alors je précise, je n'avais pas capté le résumé. Vraiment, j'étais tellement frustrée de ce que je lisais, je pense, de ne pas avoir assez lu, que je ne comprenais pas les résumés que je lisais. Donc on va rencontrer Elise qui est contrainte de devoir quitter New York, Manhattan, tout ça, ses rêves d'études de journalisme et tout, pour suivre sa mère qui retourne dans le village où elle a grandi, ce petit small town, pour une certaine raison. C'est dès le début, donc je vais pas vous le cacher, les parents ça va pas ensemble, donc ils veulent prendre des distances. Il s'avère que le père est un connard. Voilà. Là-bas, donc elle va être hébergée chez sa tante avec sa mère et sa cousine, et donc elle va aller au lycée, machin. Et elle va dans un bar un matin au café tomber sur un barista qui s'avère être Cooper, un crush qu'elle avait eu en été il y a quelques années et tout machin, sauf qu'il a l'air un petit peu réticent à l'idée de la revoir. Donc pour qui, pour qu'est-ce que s'est-il passé, voilà, on va suivre ça. Alors moi je n'ai pas du tout compris, pour moi c'était une nana adulte ou alors à la fac qui retombait là-bas, c'était un second chance, ces machins et trucs, alors en fait c'est des ados, ils vont au lycée, vraiment voilà, ils se préparent pour leur dossier d'inscription fac et tout machin. Je veux dire que j'ai particulièrement aimé ce livre, j'ai trouvé la romance sympa, le Friends to Lover et tout, quand même un peu seconde chance. Je trouvais que ça communiquait pas mal.
En revanche, je dois avouer que notre personnage principal féminine est un petit peu casse-pied par moment. Alors ok, tu es là parce que tu es contrainte, tu n'as pas le choix, tu es mineure, tu dois suivre ta mère, parce que ton père a pas voulu que tu restes avec lui, MDR. Et si au début t'es sur la défensive et tout, parce que forcément nouvel environnement, nouveau lycée, ok. Mais après, à un moment donné, quand tu vois que les gens t'acceptent et te tendent les mains pour t'intégrer, prends au lieu de être tête bêche en mode oui mais, non mais, c'était un peu pénible. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu chiant sur certains aspects. Mais à part ça, je dois reconnaître que c'était plutôt léger et frais. Franchement, pour des ados, ça passe très très bien. En revanche, à ma grande surprise, ce qui est passé moins bien, malheureusement, c'est le premier tome de Welcome to Fae Café chez Calix. Alors là, je m'attendais au coup de cœur. Vraiment, je vais faire une vidéo où je dis de quel livre j'attendais des coups de cœur 5 étoiles. Parce que là, la désillusion. Alors vraiment, je m'attendais à un truc un petit peu... pas forcément cosy, parce que le résumé c'est quand même une nana qui est en train de boire son petit café et lire un livre, un mec rentre, il agresse la serveuse, elle va vouloir défendre la serveuse, elle le bouscule un peu, il tombe, il meurt. Et il s'avère qu'en fait c'est un fae, donc après elle va être pourchassée par des assassins fae. Ok, le résumé fait pas réellement cosy. En revanche, je m'attendais pas à ce truc. J'ai trouvé, alors en fait j'ai eu l'impression de lire une parodie des romans Tessie qu'on peut avoir dans nos étagères. C'est-à-dire que pour moi, j'ai trouvé les fae là-dedans pas du tout avec ce côté un petit peu sombre, un petit peu menaçant, où on veut pas trop se les mettre à dos parce qu'on peut vite se retrouver dans une mauvaise posture. La personnage principale, je l'ai trouvée très détachée de ce qu'elle vit. Genre, elle est accusée du meurtre et tout, parce que forcément c'est des failles, donc qui dit faille dit magie. Et forcément, quand la police arrive, personne ne dit qu'il y a eu un corps, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de mort, il n'y a plus personne. Et elle est un peu en mode ah bah merde. Et puis après, elle est un peu pourchassée, mais je sais pas, elle a ce truc où elle a une espèce d'immunité, on sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu fouillis. On voit que c'est une nana booktok qui a été un peu encensée. Elle a dit 3 lignes sur une idée, les gens lui ont dit vas-y écris. Elle a écrit, voilà, c'est publié, super. Bravo madame. Mais dans la réalisation et l'exécution, c'est pas vraiment ça. Genre vraiment, c'était un peu les failles tournées en dérision, en ridicule. Après, les titres des chapitres sont très drôles, mais aussi un peu ridicules. Je dois dire que oui, je m'attendais à quelque chose d'assez sérieux, assez premier degré. Et je me suis retrouvée dans une espèce d'entourloupe d'humour un peu parfois lourd, de failles paumées au milieu des humains. Genre vraiment à l'opposé de ce qu'on peut lire en roman de Tessie avec ces thématiques-là. Donc écoutez, je lirai la suite parce que je sais pas si ça va être une suite directe peut-être ou avec compagnon, mais suite directe avec d'autres personnes, j'en sais rien. Je lirai par curiosité, j'achèterai celui-ci parce que déjà je trouve le livre très beau et ça m'a quand même fait assez rire. Mais c'est vrai que c'était pas le truc vraiment détonnant auquel je m'attendais malheureusement. J'ai écouté le tome 1 de Impossible Créature. Alors je savais pas que c'était un tome 1, pareil au début, je l'avais pas vu, je l'avais pas interprété comme ça, qui est un récit de fantasy où là on va rencontrer un jeune garçon qui vit dans notre monde actuel, tout va bien et tout, et un jour il tombe sur une petite créature, un petit griffon qu'il va sauver d'un lac, et à partir de là il va se retrouver propulsé dans un univers fantastique, découvrir que son grand-père est en fait le gardien d'une espèce d'archipel qui recense les créatures magiques, etc. en voie de disparition. Et il va tomber sur une jeune fille qui, elle, cherche un petit peu à sauver cet archipel de certains soucis. Et on va partir dans une quête magique et tout. J'ai trouvé ça très sympa. Franchement, alors, pour de la littérature jeunesse, comme pour Guide pour la boulangère, là, j'ai trouvé que la plume de l'auteur, pour le public que ça vise, est vraiment incroyable. J'ai trouvé que c'était super. Ça m'a vachement fait penser au premier tome de Gronde d'étoiles, pour lequel j'avais eu un coup de cœur. J'avais trouvé ça hyper ingénieux, hyper sympa. Donc ça, vraiment, je l'ai écouté, c'était hyper dynamique. Je pense que j'aurais peut-être trouvé un petit peu longué si je l'avais lu petit bout par petit bout. Mais là, de l'avoir écouté, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. C'est plein d'action. C'est très mature dans certaines situations. Alors oui, il y a peut-être des trucs qui s'enchaînent un petit peu vite à des moments, genre t'as pas le temps de te remettre d'un truc, il t'arrive une autre crasse. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture jeunesse. J'ai également lu, comme Thomas, Les Aventures de Will Darling. Alors là,
J'aurais pu me l'épargner, je vous avoue, parce que je n'ai pas du tout trouvé ce qu'on me présente dans le résumé, c'est dingue. Donc c'est le cercle du zodiaque, le nom du tome 1, et on est sur une romance MM, donc là c'est plutôt new adulte, attention. On va rencontrer Wildarin qui, on est en période de grande guerre, donc lui il revient de là-bas, et il a hérité de la bibliothèque de son oncle, donc de plein de livres. Et il s'avère qu'un jour dans sa boutique, quelqu'un va un peu l'agresser en mode oui, il me faut tel livre et tout machin, je sais que tu l'as, et lui il est un peu en mode dépoussé, bah tu me dis que je sais pas, il y a 40 000 bouquins, donc d'ici ce que je trouve, repasser plus tard. Et en fait, il va se passer plein de trucs comme ça qui vont un peu le mettre dans la merde, et il va se retrouver au milieu d'une espèce de complot qui est très farfelu, très bizarre, vraiment quand il y a le zodiaque dans le titre. Ça a un rapport vraiment avec les signes, donc j'ai pas tout capté. Mais il y a un mec un peu charmant qui va débouler pour l'aider dans sa quête, sauf qu'il va vite s'avérer que ce mec ment de bout en bout sur son identité, son passé, etc. machin. Mais pareil, on est à une époque où l'homosexualité n'est pas encore affirmée, donc forcément ils couchent ensemble. Enfin, il y a pas mal de smuts. Vraiment, à partir du moment où ils se jettent l'un sur l'autre, on en a quasiment tout le temps. Alors qu'ils passent de je peux te piffrer à je peux pas te piffrer, ah tu veux te faire pépon, mais en fait tu veux plus, mais en fait t'assumes pas, mais nanana. Vraiment, c'était n'importe quoi. La romance c'était nul, elle était une niaise, cliché au possible. Aucun intérêt. Et alors, moi, au début du livre, dans les avertissements, on me dit attention, mention de maladies infectieuses, de virus, de nanana. Moi, je me dis ah, Covid. Vous voyez, un truc un peu comme ça, un peu, on passe sur la science-fiction, je ne sais pas. À aucun moment c'est mentionné. À aucun moment c'est mentionné. Vraiment, j'ai trouvé de bout en bout que c'était farfelu. Ça n'avait aucun sens. Donc, je pense que je n'irai pas la suite parce que vraiment, c'était d'un ridicule affligeant. En revanche, premier tome que j'ai lu, vraiment, la nana doit finir la série. Elle ne fait qu'en commencer, c'est terrible. Mais moi, je suis à jour parce que forcément, il n'y a qu'un tome. J'ai lu le premier tome de Meurtre et Préjugés de Laurie Fouret, donc Laurie Fouret aka The Pumpkin Library sur Instagram, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve qu'elle est très drôle. Donc quand elle a sorti son propre Cozy Mystery, je ne pouvais être que dedans, voilà, j'étais que dans la hype, que le mouton qui suit. Également comme pour certains autres dont je vous ai parlé, j'ai loupé pour être bêta lectrice, mais c'est pas grave. Ici, donc on est sur un premier tome, on rencontre Beth qui était un petit peu entrepreneuse, working girl à Londres, qui va tout plaquer pour s'installer dans un petit village des Cotswolds où vit sa tante, ses meilleures amies, et elle va racheter une ancienne boucherie pour en faire une librairie café. Sauf que quand un matin elle va arriver pour voilà, faire un petit peu d'aménagement, un petit peu de rangement, préparer l'ouverture, un cadavre est retrouvé sur le pas de la porte dans la librairie, voilà. Et il s'avère que le cadavre est une femme qui, la veille, a critiqué l'ouverture de la librairie. Donc forcément, tous les éléments vont être contre Bess. Et voilà, elle va du coup devoir un petit peu essayer de trouver de son côté de quoi la disculper. Ça a marché pour moi. C'est vraiment, ça coche vraiment tout ce que j'apprécie dans un Cozy Mystery. Alors, ça m'a fait rire parce qu'à un moment, il y a un truc, la personnage a une réaction qui fait que typique Cozy Mystery en mode si t'as pas ça, évidemment ça va mener à tel truc, ou si tu as ça, ça va pas mener à tel truc. Enfin, ça j'ai trouvé que c'est vraiment une action assez cliché. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était sympa, c'était drôle et rafraîchissant. Alors, j'ai pas encore lu de Jane Austen, spoiler, ça devrait pas tarder. Donc, je ne peux pas dire si vraiment. Enfin, il y a des. Je pense qu'il y avait des petites références, des petits easter eggs que je n'avais pas. Mais je trouve que c'était plutôt bien mené, bien ficelé. Je n'avais pas vu venir la chute, j'étais un petit peu déboussolée. Gros point fort dans ce livre, c'est qu'un personnage porte mon prénom, voilà, mais c'est un homme. Voilà, c'est un homme, il est barman. Mais bon, j'adore les cocktails. On m'appelle tout le temps monsieur au travail, donc c'est pas grave. Effet de surprise. Au début, je pensais que ça allait être peut-être le love interest, c'est vraiment que j'allais être un personnage récurrent. Pas du tout. Je suis pas du tout un personnage récurrent, je pense. Mais voilà, j'étais flattée de voir mon nom, en plus avec le même orthographe et tout. Donc voilà, ça je vous recommande franchement, petit Cozy Crime, Cozy Mystery. Ça a des bonnes notes sur Livre Addict, et c'est pas juste la commu et les copines de l'auteur qui font la pub, c'est vraiment, je pense que c'est une note qui est amplement méritée, donc j'ai hâte de lire la suite et de voir comment tout ça va évoluer, et surtout, vu ce qui est indiqué dans l'épilogue, je pense que le second tome peut détrôner celui-ci dans mon appréciation. On passe maintenant aux suites de séries que j'ai lues. Parce que forcément il faut avancer, voilà, on commence mais il faut aussi décommencer. Là on peut dire que j'ai décommencé parce que le premier dont je vous parle c'est Rivage au rapport, qui est un tome 1 parce que j'ai lu le tome 2. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, j'essaierai de vous retrouver la vidéo où j'en parle de ce bouquin là dans la description. J'avais lu Cascade à couronner, je crois début d'année, peut-être vers avril-mai.
mars, je ne sais pas, bref, dans ces eaux-là, qui était une espèce de récit un peu SFFF, mais un peu très absurde, avec beaucoup de références pop culture, un récit très dynamique, des phrases courtes à s'enchaîner, c'était un peu bébête, on s'attardait sur des détails qui nous semblent un peu stupides et un peu pas nécessaires. Et en fait, quand j'ai fini, il y avait marqué fin du tome 2, mais rien, évidemment, ne précisait que c'en était un. Donc, j'ai envie de vous dire, référence à ma vidéo où je critique quand les maisons d'édition ne précisent pas, quand il s'agit de tome 1, suite de série, etc. Donc, ce qui fait qu'en me renseignant, effectivement, sur Livre Addict et tout autre site, il y a ce rivage au rapport qui, quand on lit le résumé, effectivement, ça colle, ça fait ding ding, les ampoules au-dessus de la tête, le rapprochement est fait, j'ai compris. Donc je me suis dit je vais quand même lire le premier tome à un moment donné pour me préparer pour la suite, que j'ai un petit peu les tenants et les aboutissants. Et il s'avère effectivement que quand on lit ce livre, il y a des choses qui font sens avec ce que j'ai pu lire et les personnages que j'ai pu rencontrer dans Casca la Couronnée. Donc là on est pareil sur un récit complètement absurde, complètement déluré. Franchement, ce serait pas aussi addictif, je sais pas ce que l'auteur fait, mais c'est un truc que j'aurais pu trouver tellement bête que j'abandonne. Mais en fait, je suis quand même prise dans le truc parce que ça se lit très vite. Et là, on rencontre du coup Rivage qui est flic, et donc il a un coéquipier, voilà. Et ils vont être mis sur une affaire de meurtre d'ados qui vont être retrouvés dans de mystérieuses circonstances. Et il s'avère qu'à côté de ça, il y a une espèce de forum Minecraft où des gens échangent sur ces meurtres, font des hypothèses et tout, et c'est très rocambolesque parce que, comme je vous le dis, c'est plein de rêves pop culture, c'est plein de... Ils vont s'attarder sur des détails, par exemple on va avoir un chapitre sur les geeks, les nerds, je sais pas ce qui est le plus poli pour vous les gars, qui sont sur le forum Minecraft, et quand ils vont dire ouais il prend sa souris pour cliquer sur telle icône, ils vont dire déjà qu'ils vont cliquer sur telle icône et ils vont dire la marque et le processus et tout de la souris. Genre s'ils te parlent de l'ordi, ils vont dire ouais c'est un Asus machin, carte graphique machin, tant de trucs. Et je trouve ça débile, mais je trouve ça trop bien. Je sais pas pourquoi, il y a un truc dans ce bouquin qui fait que c'est nul et à la fois bien. Voilà, c'est comme ça que je vous le présente vraiment. Je sais pas à qui je pourrais le recommander. Je pense à mes potes geeks un peu peut-être. Hein. Parce que, mais même il y a tellement de références pop culture et tout que... Après, je pense quand même à des gens nés avant 2000. Genre vraiment entre les années 80 et 90, je pense que c'est un livre plutôt pour ce genre de public à qui les choses parleront davantage. Mais écoutez, je suis très curieuse de lire la suite après avoir lu ce début, après avoir lu la suite. Voilà. Ensuite, évidemment, j'ai lu un tome 2 qui n'était initialement visiblement pas prévu parce que moi, dans l'exemplaire du tome 1, il n'y a pas marqué qu'il va y avoir une suite, alors que dans les récents tirages, c'est écrit qu'il y a une suite à venir. C'est bien sûr le deuxième tome de Noblesse Oblige, donc Liberté Oblige de Maïwenn Alix. Rappelez-vous, pareil, quand j'avais lu ce livre, dans le bilan, j'avais dit que j'avais bien aimé, mais que j'avais trouvé la fin un petit peu abrupte, un petit peu, ça va vite, on n'a pas forcément toutes les réponses, on n'a pas d'après, etc. J'aurais été moins sévère si on m'avait dit qu'une suite était prévue. Une suite est effectivement arrivée, où on reprend directement après la fin du tome 1, et où on retrouve nos personnages, dans cet après régicide, quand tu en vois, voilà, avec tout ce côté sombre. Alors ce tome 2 est davantage, à mes yeux, sombre. On a pas mal de scènes un petit peu torture, etc., maltraitance d'êtres humains. Il y a des scènes un peu à un moment dans un couvent parce que notre personnage doit un peu s'exiler, donc elle se retrouve à un moment dans un couvent. Et je trouvais que ça me rappelait vachement La Religieuse de Diderot, qui est un petit peu traumatisant comme livre que j'ai lu pendant mes études. Mais j'ai trouvé que, en fait, c'était le tome qu'il fallait pour venir compléter celui qu'on avait eu. Donc pourquoi tant de divergences et de détours pour au final nous sortir une biologie qui est très pertinente. Même si je trouve la fin un petit peu rocambolesque, je dois dire que c'est pas forcément ça que je m'aurais attendu, mais là c'est plus personnel parce que je suis très royauté, team royauté, donc c'est pour vraiment mes goûts personnels, ce sera pas pour tout le monde, vraiment je pense que c'est une biologie qu'il faut lire, mais en étant préparé pour les trigger warnings. Donc pour rappel, Noblesse Oblige, on était dans... Louis XIV n'est pas mort, donc on est toujours sous royauté, mais on est à notre époque. Et on a une espèce de concours, de compétition qui est mise en place pour trouver la future reine. Et notre personnage principal féminine va se retrouver embrigadée là-dedans, mais avec un peu un double casquette d'espionne. Donc elle va se rapprocher de l'héritier. Et on va voir que c'est pas tout rose quand on creuse un peu, voilà, évidemment. On montre
montre un peu ce qu'on veut à travers les réseaux, etc. Donc c'était pour moi une bonne série young adulte, mais vraiment vers la fin de l'adolescence, parce que il y a quand même des trucs hard. Également, dans le côté un peu affligeant, j'ai lu le deuxième tome d'une espèce de série, je vous mettrai dans le petit, j'avais lu le premier tome que j'avais pas du tout apprécié forcément plus que ça, donc guide à l'usage des jeunes filles ou je sais pas quoi, j'ai lu Scandale à Basse. Donc là ça promettait un petit peu plus parce que on nous rencontrait une jeune femme qui devait aller, elle s'est mariée avec un mec, mais c'est pas son premier amour. Mais bon, son mec entre temps il meurt, donc là elle peut se remarier et elle va retomber sur son amour d'enfance. Mais lui il est un petit peu bizarre et tout machin. Elle va aller à la ville et puis il va y avoir une espèce de triangle amoureux un peu chelou. C'est lourd. En fait, ça veut faire des détours pour vous mener à Rome, mais on pourrait y aller en ligne droite, que ce serait tout aussi pareil. Franchement, les personnages chiants. Je pense que l'auteur n'aime pas les femmes, alors que c'est une femme elle-même, je sais pas, mais rendre ses personnages féminins chiants, c'est à ce point-là, c'est fort de café. Je vous jure, elle était nulle, elle était girouette, elle savait pas où mettre ses pieds. Non, franchement, c'était pas mémorable. Ça, pareil, next. Évidemment, j'ai bien sûr continué Twilight accompagnée de Margot, comme je vous le disais en début de vidéo. Là, j'ai mis des post-it, c'est la première fois que je le faisais, je sais pas trop, je maîtrise pas trop cette vibe d'annotation. Voilà, parce que je sais. En fait, c'est comme à l'école où tu sais jamais ce que tu dois vraiment retenir. Genre, t'as l'impression qu'il faut que tu sois en ligne de phrase et toi, tu te retrouves à vouloir en sur une ligne 10. Enfin bref, je vous mettrai dans le petit la barre d'infos le live où on débrief ce tome-là. Dans mon souvenir, c'était mon préféré. Je dois dire que là j'aime bien parce que forcément on est plus auto-centré sur notre couple phare, on découvre Jacob et tout, mais j'avais oublié à quel point on nous vend un triangle amoureux qui n'en est pas réellement un pour l'instant. Et Bella est un peu en mode pansement avec Jacob, mais en revanche j'avais oublié à quel point la façon de décrire les sentiments, l'appréhension, etc., la façon de gérer la rupture, c'est vraiment très fort et c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, je ne vous présente pas Twilight, je vous réserve d'ailleurs quand même une vidéo globale de relecture plus tard qui, je pense, sera interminable, voilà, parce que je dois déjà avoir 2 heures de rush pour 2 bouquins, donc bon, lol. Mais voilà, ça a été lu, je suis déjà en retard pour la relecture du 3e, je m'y mets dès ce soir. J'ai lu le tome 4 de Calamity Montana de Dan Perry, donc si vous vous souvenez, je n'avais pas du tout aimé le 3, j'avais pas d'alchimie, en plus parce que je vous l'avais dit, c'était des personnages qui étaient un petit peu distants de ceux qu'on avait vus dans les 1 et 2. En revanche, le tome 4 m'a un petit peu réconcilié avec tout ça parce que voilà, on rencontre Nelly qui est l'assistante du personnage masculin du tome d'avant, et Cal qui lui est une star du football qui prend sa retraite, et ils vont se retrouver à Calamity Montana évidemment. De base ils peuvent pas se piffrer parce que lui c'est le meilleur ami du protagoniste masculin du livre d'avant, mais l'assistante et lui ils peuvent pas se piffrer et tout. On sait vite qu'ils ont un passif, qu'ils se sont connus au lycée, etc. Et que lui c'était un petit peu un harceleur visiblement. Donc écoutez, je ne vais pas dire que j'ai trouvé ça immoral parce que tomber amoureux de son harceleur du lycée, je pense qu'il faut savoir nuancer ses propos parce que t'as harcelage et harcelage, harcèlement. Donc avoir les justifications entre gros guillemets, mais voilà, là il y a quand même, j'ai trouvé que c'était assez crédible et que c'était plutôt bien amené, bien construit. J'ai trouvé assez sexy, j'avoue, franchement c'est le sexe qu'on aime bien ici, donc il y en a pas mal mais c'est pas non plus aussi excessif que dans le précédent. Donc voilà, c'était une bonne remontada. Ensuite également une bonne lecture, j'ai clos une série, alléluia. Chestnut Spring de Healthy Silver, donc avec Hopeless, donc là on était sur le dernier frère de la famille, donc Beau, et avec Bailey qui est la serveuse du bar de la petite ville de Chestnut Springs, et on est sur du age gay parce qu'elle a une vingtaine d'années et lui il en a une trentaine. Lui est ancien militaire, enfin il a des traumas et tout. Je m'attendais à trouver plus cet aspect post-traumatique avec peut-être plus de flashbacks de son côté à lui, mais bon, ça reste pas grave. Je veux dire que bon, j'avais adoré le tome précédent, que j'avais vraiment trouvé tant dans l'émotion que le sexe et tout machin, c'est sympa. Là je veux dire que oui, le sexe est sympa. Après j'ai trouvé un peu nunuche. Alors j'ai bien aimé parce que la nana elle est novice un peu dans tout, elle est un peu
pas simplette, mais elle est un peu, elle dit tout ce qu'elle pense, donc vraiment elle n'hésite pas à poser des questions que lui trouve aberrant, moi aussi je trouvais ça aberrant de poser ça à quelqu'un. On va avoir du fake dating parce que pour qu'elle retrouve sa crédibilité aux yeux de la ville, parce que ses frères sont des connards, il va lui proposer de jouer son faux fiancé, comme ça si elle est fiancée à un mec de cette famille, c'est forcément bien. Enfin voilà, il y a un fake dating, edgy game. Je l'ai trouvé très sympa. Après, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, mais pareil, niveau sexe, je dirais qu'il y en a un peu, mais pas tant, je dirais 2 piments, mais en fait, elle, comme elle n'était pas très sexy, bah j'ai pas trouvé le sexe sexy. Voilà. Ensuite, pareil, j'ai lu la suite des Rangers de Ruby Creek, donc de Elsie Silver toujours, donc le tome 3, un défi de taille, où là, bah pareil, on est sur du tome compagnon. Cette fois, on va être axé sur la vétérinaire de la saga, donc qui est la copine des filles d'avant, et sur Stéphane Delka, qui est un peu le concurrent direct de nos protagonistes précédents, qui est un peu exécrable. Il s'avère qu'en fait, un poulain va naître et sa maman va décéder, et donc il va falloir trouver une jument qui accepte de s'occuper du petit. Et il s'avère que le concurrent va avoir un poulain qui décède, mais la jument est toujours en vie, donc paf, les chocs à pic. Et donc la vétérinaire et tout, ils vont un peu voilà, se rapprocher, machin, mais elle est très focus sur son boulot, donc elle pense pas forcément avoir une vie sentimentale. Sauf que lui il va dire bah écoute, moi j'accepte d'aider la concurrente, sauf que en échange je veux 3 rendez-vous et tout machin. Donc voilà, il est un peu forceur, mais un peu forceur sexy. Pareil, j'ai bien aimé, mais encore une fois, ce qui m'avait fait pêcher dans le premier, c'est que le mec était bête. À un moment il y avait une réaction qui était débile et la nana elle s'était pas laissée faire et il avait rentré dedans, donc c'est pour ça que j'avais adoré le premier tome. Et là pareil, le mec fait de la merde, il laisse pas la nana parler quand elle veut s'expliquer. Donc elle dit bah mon coco pas de soucis, c'est ciao. Et après il revient tout penaud, ah bah en fait je veux bien t'écouter. Bah oui mon gars. Donc voilà, les hommes encore les hommes. Mais sinon très sympa, assez sexy encore une fois, voilà, avec des problématiques plutôt sympathiquement abordées. Des sujets assez sérieux, donc non, ça c'était encore très bien. Je vous avoue que je reste avec une préférence pour le premier. Le deuxième, j'avais trouvé un petit peu peut-être malaisant, voilà. Mais en tout cas, celui-ci était très sympa. J'ai continué la saga Bridget Wonderful, donc on est sur de la jeunesse. Voilà, donc là c'est le tome 4. Je ne sais pas si c'est le dernier, j'ai pas l'impression. Mais cette fois, voilà, on retrouve Bridget qui, cette fois, se rend dans une ville où le chocolat est roi. Et malheureusement, il y a une espèce de relique chocolatée qui va se faire grignoter par un gros monstre. Il va falloir qu'elle trouve un peu ce qui se passe. Pareil, enfin voilà, bon, là on avait deviné dès le début, voilà. Faut pas déconner, mais après c'est à partir de 9 ans, donc faut pas non plus s'attendre à des grands trucs. Mais pareil, plus ça va, plus j'apprécie les personnages, plus je trouve ça drôle et tout. Encore une fois, c'est très rocambolesque. Ça donne faim parce qu'on parle de pâtisserie. Je recommande pour des enfants qui aiment vraiment des trucs fantastiques et un peu décalés, ça fera totalement le taf. Ensuite, je me suis remis à jour avec le tome 6 du club des amateurs de romans policiers. On retrouve nos personnages, voilà, c'est l'anniversaire de l'une des membres du club, donc ils vont aller dans une de ces résidences avec sa famille pour fêter ça, sauf que arrivé là-bas il va y avoir un meurtre, et donc ils vont devoir enquêter, machin, ils vont être un peu tous soupçonnés parce qu'il n'y avait que eux, vu que c'est un peu huis clos. Je dois dire que j'ai bien aimé, alors c'est pas mon préféré, en revanche j'ai bien aimé le côté où on découvre un peu d'autres personnages, un peu plus en profondeur. Voilà, on se focus pas juste sur notre personnage principal. Là on creusait un peu dans le passé de certains, donc j'ai trouvé ça très pertinent. L'intrigue était à mes yeux pas à cause du fil blanc parce que c'était pas prévisible, mais justement j'ai trouvé qu'on nous éloignait vachement de ce qu'on aurait pu essayer de faire des liens. Donc quand c'est apparu, c'était un peu en mode ah oui, bon, je l'avais pas vu venir, c'est pas sur ça que je serais partie. Peut-être qu'autre chose aurait pu être plus crédible, mais c'était quand même un très bon moment. Pareil, ça reste drôle, ça reste dynamique, c'est vraiment un petit cosy mystery qui fait son effet. J'ai lu un tome 2 que j'ai davantage préféré au premier et je suis très contente. C'est le tome 2 de Maiden Mist. Donc le premier tome c'était une couronne de lierre et de verre, où là pareil, on était dans un monde de faées. On rencontrait 3 sœurs, là on était focus sur une sœur dans le premier tome qui rencontrait un mec et en fait il y avait un démon à un moment donné, enfin bref. À partir du moment où on découvrait le cul, elle en pouvait plus et c'était chouinerie sur chouinerie, genre ah je t'aime mais je ne peux pas te faire du mal, mais on peut pas t'entendre, mais je ne peux pas m'empêcher d'être vers toi. Ils étaient clichés au possible, niais, c'était chiant à la fin, alors que l'intrigue était plutôt sympa même si elle était prévisible. En revanche, dans ce deuxième tome, on est direct après les événements du premier, donc ça c'est chouette parce qu'on est sur
une autre sœur avec un autre love interest, mais on a une intrigue en continu, donc ça j'apprécie fortement. On retrouve vraiment tous les personnages, ils sont vraiment tous au centre, contrairement à pour les tomes compagnons dans les romances dont j'ai parlé. Parfois j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu des personnages secondaires, j'aurais bien aimé voir un peu plus, mais dans celui-ci c'est vraiment la continuité de tout, c'est juste qu'on change de sœur. J'ai préféré cette sœur là, voilà, Farine est bien plus agréable, bien plus déterminée, le love interest est un peu plus sexy, je vous l'avoue, le sexe entre eux est un peu plus caliente, dans sa douceur, il arrive à être brutal, c'est sympa, et puis l'intrigue, alors pareil, j'ai trouvé que c'était un petit peu, alors même si le premier était prévisible, j'ai trouvé que l'intrigue était bien plus pointilleuse sur certains détails, alors que ici c'était un peu en mode tiens, prends les éléments, je pense que ça aurait été une série connue, on aurait pu appeler ça du fanservice, parce que voilà, c'est des choses auxquelles on espère et qu'on se dit bah l'auteur elle va pas aller dans la simplicité, là malheureusement elle y allait un petit peu, mais des choses m'ont surpris, j'ai vraiment apprécié découvrir davantage les personnages qui sont mentionnés dans le premier, parce que là il y a des personnages qui étaient mentionnés dans le premier mais qui sont plus proches de Farine qui est la sœur centrale ici. Donc écoutez, je sais qu'il y a un troisième tome, mais c'est une trilogie. J'espère que le troisième tome, je sais pas s'il sera sur la troisième sœur, ce que j'espère parce que c'est celle qui m'intrigue le plus, parce qu'elle a une petite particularité. Donc écoutez, affaire à suivre pour cette série, qui j'espère ne va pas retomber comme un souffle. Et mes deux dernières lectures qui sont bien loin de retomber comme un soufflet, parce que là on n'est fait que monter crescendo, direction le 7e ciel, la stratosphère, tout ce que vous voulez. Si vous ne suivez pas la chaîne depuis forcément longtemps, en 2023, ma meilleure lecture était un tome 1 d'une saga de fantasy qui était Tuer la reine, donc c'est la saga Une couronne d'épines de Jennifer Estep. Ça avait été ma meilleure lecture parce que vraiment tout était là pour être plaisant. L'héroïne badass, l'espèce de prophétie, le fond de famille, le semblant de romance mais qui prend pas le pas sur les intrigues politiques, les complots. Vraiment de A à Z c'était un sans faute. Et donc là j'ai lu les tomes 2 et 3, j'ai clos la trilogie et c'est une masterclass. Vraiment c'est une masterclass. Je peux pas dire autrement. On n'a pas de syndrome du tome 2 où ça s'essouffle pour après avoir un tome 3 explosif. Non, c'est linéaire. C'est bon de bout en bout. Vraiment, en fait, c'est que cette série, elle coche tous les critères. Vous aimez les héroïnes badass, il y en a une. Le fond de famille, il y en a un. Des intrigues complot politiques, justement dosées, justement maîtrisées, avec des révélations qui ne cessent de nous surprendre, il y en a. Vous cherchez une romance voilà, un peu slow burn avec de la tension où c'est pas mâché et une fois que c'est fait, ça baise à toutes les pages et ça prend tout le pas sur l'intrigue, pas du tout, là c'est maîtrisé. Le love interest est vraiment très charismatique. Alors moi le pompon, là quand j'ai vu ça, ça a été le pompon quand j'ai lu la fin du tome 2. Vous aimez les épreuves, les tournois, les compétitions, il y en a aussi. Vraiment, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut vouloir dans une fantasy, c'est réuni dans cette trilogie. Donc à un moment donné, et la fin, franchement, alors par contre la fin, pour moi, donnez-moi autre chose. Donnez-moi faut que je fasse des recherches, que j'aille harceler l'auteur, je ne sais pas. Mais pour moi, il me faut peut-être un tome 4. Voilà. Un tome 4, une série compagnon sur d'autres choses. Mais il y a trop de matière. En fait, il y a un potentiel de dingue, tant dans les premiers plans, la première intrigue, ce qu'on nous propose ici, et tout le background. Il y a quelque chose aussi à faire avec derrière. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement foncez, je vais pas dire ça existe en grand format, ça existe en poche, en semi-poche, en tout ce que vous voulez, foncez. Alors attendez, rebondissement dans la vidéo, je viens de regarder sur Livre Addict à l'auteur, parce qu'il y avait un titre dans sa bibliographie qui me faisait un petit peu parler, vous voyez. Il me faisait un petit peu ticket, je me dis tiens, ça ressemble un petit peu à la couronne d'épines. Parce que le titre de la série, de la trilogie, c'est La Reine des Gargouilles. Et là, je lis le résumé du tome 1, Capturer la couronne, et c'est pas je vois la mention d'une des régions et d'un des personnages qu'on va voir dans la trilogie. Ok, c'est bon, pas de soucis, je suis là. Je pense que autant en young adulte, ma saga de fantasy, fantastique et SFFS, tout ce que vous voulez, préférée, c'est l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Autant là, je pense que ma trilogie de fantasy préférée, c'est vraiment Une couronne d'épines, que je vous recommande à 100% encore une fois. Je suis désolée, mais on sait déjà quelle est ma meilleure lecture 2025, vraiment, ce sera plutôt mention spéciale parce que c'est une fin de trilogie, pas un one shot, mais alors là, je suis subjuguée. Je suis subjuguée tant par les personnages que l'intrigue, que la plume, que tout. Et dernière suite de série que j'ai lu, mon cerveau ne s'en est toujours pas remis, j'ai lu le deuxième tome de la trilogie de la bibliothèque, donc le premier tome c'était le livre qui refusait de brûler, et là c'est le livre qui brisa le monde.
Alors là, faut s'accrocher. Là, c'est costaud. Alors le premier tome, je l'avais trouvé déjà très bon, mais très complexe. Fallait vraiment être concentré sur sa lecture. Là, pour le coup, j'avais pas de retour quand je lisais ce bouquin et tout. Mais alors le deuxième, on est dans un fouillis, mon gars. C'est parce que j'adore les personnages, parce que sinon je pense que j'aurais abandonné la série et je me serais dit que le premier tome c'était une fin ouverte et qu'il se suffisait à lui-même, parce que l'auteur nous perd pendant plus de la moitié du bouquin pour après nous faire rejoindre les fils et se connecter les trucs. Mais c'était un enfer. Honnêtement, c'était un enfer à lire. C'était hyper complexe. C'était un micmac sans nom de savoir qui est qui fait quoi, qui est machin. On a déjà des personnages. Alors au début, je me suis dit, ah, c'est sympa, il y a une petite remise en eau avec un récap au début du livre, qui n'aide pas du tout parce que vraiment, ce qu'il nous dit, au final, je le savais, je l'ai resitué. Mais alors la suite, t'as déjà trop de personnages dans le premier, et là on t'en rajoute et tout, et t'as des termes, et oh là 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 là, le mal de tête. Je pense que Doliprane devrait sponsoriser cette série de livres, parce que... Alors chapeau à l'auteur, parce que de réussir à tisser des liens comme ça, faire des toiles d'araignée qui se rejoignent et tout, bravo. Mais pour un lecteur de fantasy qui a pas l'habitude, qui va juste aller vers le livre parce qu'il est très beau, bah mon gars, accroche-toi. Là je sais que la mère de mon copain, elle avait lu le premier à ma suite. J'avais dit attention c'est costaud, elle avait dit effectivement c'est costaud, mais alors là pour le 2, enfin que je la conditionne, hein. Je disais attention parce qu'il faut pas lâcher, hein. Parce que c'est lourd, la plume est belle, mais alors le world building, waouh, franchement, et pourtant il est pas si long, il fait 456 pages, mais alors il a tiré en longueur celui-là, c'était mon... En plus je me suis dit, je le garde pour la fin du mois parce qu'il faut vraiment que je sois focus que sur lui, je le sais d'avance. Et moi, il fallait tout moi. Je pense qu'il a fallu que je lise 5 chapitres, parce que en fait, l'enquiller, ça a été trop dur. Ça a été trop dur. Mais écoutez, je serai curieuse de lire le dernier tome. Je verrai si tout ça a mené quelque part, si j'ai enduré ça pour quelque chose. Voilà pour cette lecture un petit peu indigeste, mais quand même bonne dans le fond. J'ai donc lu au final 26 livres parce que je vous ai annoncé 25. Mais en fait, Bridget Wonderpuff, il n'était pas sur les 20 livres, donc j'ai pas pu le compter. Mais en gros, je suis à 26 livres. Alléluia, on revoit la lumière des bonnes lectures. Et de notre bon rythme. Voilà, on espère les 300 livres d'ici la fin de l'année lus. J'espère que vous, votre mois de septembre a été très bon. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture de septembre. Encore merci à Margot pour la mise en lumière dans sa dernière vidéo. Bienvenue encore une fois à tous les nouveaux. J'espère que mon humour ne vous froissera pas trop. Vraiment ici c'est second degré, on est là pour rigoler, on est aigri, je critique autant des livres que j'aime que je n'aime pas. Donc il n'y a vraiment pas de mésentente ici, je suis ouverte à tout dialogue et à toute critique. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!